Allez, on va parler du Paris Saint-Germain qui s'est incliné un petit peu à la surprise générale quand même cette nuit face au club brésilien du Botafogo. Une semaine, un peu moins d'une semaine après une victoire convaincante face à l'Atlético de Madrid 4-0. Maxime, on va se poser cette question volontairement un peu provocatrice. Paris, champion d'Europe, Ligue des Champions, qui avait bien démarré la Coupe du Monde des clubs et qui s'incline face à Botafogo. Est-ce que c'est une défaite qui fait tâche malgré tout pour Paris ? Non. Non, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, sujet suivant. Non, je plaisante, mais en fait, je sais pas trop quoi dire en fait, parce que pour ceux qui ont suivi un peu le début de la compétition, on est quand même sur une compétition assez amicale, il faut se dire les choses. Alors il y a bien un semblant de compétitivité. Les joueurs du PSG qui ont pris ça au sérieux contre l'Atlético. Possible aussi que Botafogo ait pris ça un peu plus au sérieux que les joueurs du PSG. Ils sont, il faut le dire, vainqueurs de la Copa Libertadores, donc c'est vainqueur de la Coupe sud-américaine, la Ligue des champions sud-américaine. Mais moi, quand je vois le match, quand je vois les actions, je me dis que déjà, c'est une équipe remaniée du PSG, avec un milieu de terrain qui avait beaucoup bougé. Quand vous voyez le seul but du match de Botafogo, ça ressemble à un but de match de préparation, c'est-à-dire avec Beraldo en plus qui est complètement à la rue, qui court à côté, enfin on se demande ce que c'est. Donc voilà, c'est très compliqué je trouve d'analyser ces matchs-là et je trouve qu'il n'y a même pas vraiment d'intérêt d'analyser. Ça me fait penser encore une fois à des matchs de préparation. Il y a un réflexe quand on est journaliste et qu'on analyse les matchs de préparation, c'est qu'on ne va pas faire un compte-rendu sur le déroulé du match, mais on va se fixer sur des points précis, surtout sur des individualités. Sur des individualités ou des changements tactiques, des choses comme ça. Là, c'est difficile de faire autre chose. Je ne sais pas si vous avez lu chez nos confrères de l'équipe le quotidien des joueurs du PSG à Los Angeles depuis leur arrivée dans la Cité des Anges. En gros, c'est mes vacances. Ils vont à Disneyland, ils vont à Venice Beach, ils vont se promener. Moi, mes vacances, c'est ça, sauf que je ne joue pas au foot. Voilà. Donc en gros, c'est des vacances un peu modifiées avec un peu de boulot. Donc voilà, moi je ne sais pas trop quoi dire de ça. En fait, il y a aussi un problème, c'est qu'il y a un écart de forme. Et là, très honnêtement, jouer une équipe brésilienne qui est dans son championnat, c'est-à-dire qui est je ne sais pas s'ils sont à leur pic de forme, mais qui ont en tout cas pas en préparation ou pas en fin de cycle. Le PSG, on ne peut pas leur en vouloir. Le moment le plus important de leur saison, c'était le 31 mai. On est le 20 juin. Forcément, il y a une décompression naturelle. Et ça peut se voir. Quand on voit le match de l'Atlético de Madrid, l'écart entre le PSG et l'Atlético de Madrid, c'était insensé. C'est-à-dire qu'on avait une équipe de l'Atlético qui était, elle, complètement en vacances déjà, qui s'en est pris 4 face au PSG, qui aurait pu s'en prendre 8. Et en fait, dans cette compétition, le vrai problème, c'est le calendrier. C'est-à-dire que tu as des niveaux complètement disparates, des niveaux de forme complètement disparates qui font que, déjà de base, d'entrée, les équipes ne sont pas à un même niveau de forme. Donc il y a un vrai problème. Après, moi, ce que j'ai aimé avec le PSG au niveau du premier match, c'est que j'ai vu une équipe qui avait la dalle quand même. Et que je me dis que ça peut se jouer à ce niveau-là, quand tout le monde est un peu en vacances, quand tout le monde a un peu envie d'être ailleurs. Le niveau de dalle du Paris Saint-Germain peut faire des différences face à City, face au Real, parce que la compétition, elle démarrera sans doute un peu plus tard. Il y aura un écrémage naturel. Je pense que les gros vont s'en sortir, même s'ils ont eu... Voilà, Paris, il n'y a aucun danger, aucun suspense sur le sort du PSG. C'est Seattle, normalement. C'est Seattle, le troisième match. Seattle, ils se sont pris 3-0 contre l'Atlético, si je dis pas de bêtises. Ce sera à Seattle, mais bon. Ouais. On ne va pas créer du suspense. Non, on ne va pas créer du suspense. Et donc, la compète du PSG démarrera au niveau du tableau principal. Donc, aucun souci pour le PSG. Là, c'est anecdotique. Et je suis d'accord avec toi, on s'en tamponne complètement de cette défaite. Ouais, et puis on a vu les Européens depuis le début de la compète, le Bayern qui en a mis 10 à Auckland. D'ailleurs, c'était pas une très bonne pub pour la compète parce que dès le deuxième match de votre compétition, vous avez un écart aussi important. Oui, mais finalement, après, ça s'est resserré. Ça s'est resserré, voilà. Mais le Real, Porto qui perd. Mais justement, c'est marrant parce que le Porto, ce qu'on entend, c'est qu'ils n'ont vraiment pas envie de la jouer. Le Real, ce qui est marrant, c'est le Real et City qui, eux, sont vraiment dans une préparation de fin de saison. En fait, c'est comme s'ils avaient avancé leur préparation du mois de juillet au mois de juin. Le Real a Xabi Alonso qui essaye des choses. City qui découvre Cherki, qui tente des choses aussi, qui joue sans Haaland. Donc voilà, on est vraiment à des
C'est une super encore une fois, ce qui est dommage, c'est de vouloir faire croire que c'est une compétition majeure, un titre qui va compter. Non, c'est une compétition de préparation, mais pourquoi pas. On avait l'International Champions Cup qui jouait aux États-Unis, d'ailleurs, pour le coup, et là, les stades étaient toujours pleins. Ouais. Ce qui n'est pas le cas pour cette compétition. La Coupe Emirates aussi, il y avait un moment, avec des gros clubs qui s'affrontaient au mois de juillet. Oui, et puis même il y a 25 ans, 30 ans, il y a eu le tournoi de Paris, il y avait 4 équipes, et pourquoi pas, c'est bien ces trucs-là. Mais il ne faut pas les faire passer pour autre chose. Est-ce que ça va t'enthousiasmer ? Est-ce que si Paul Pogba signe à Monaco, là tu seras enthousiaste, Maxime, parce que c'est un transfert qui semble se dessiner aujourd'hui entre Pogba et l'AS Monaco. Alors, il y a encore plein de choses à mettre en place, et notamment un accord financier qui doit être scellé. Mais les deux parties semblent intéressées par une aventure mutuelle. Est-ce que pour toi, Maxime, Pogba à Monaco, ça ressemble de près ou de loin à un mariage idéal ? En tout cas, pour Pogba, ce serait, j'allais parler de porte de sortie, mais oui, porte de sortie du purgatoire, parce qu'il faut quand même rappeler que Pogba a été suspendu 2 ans. Pogba avait même une année précédente où il n'est pas joué. En fait, Pogba, depuis 3 ans, c'est catastrophique. Il ne joue plus, pour faire simple. Voilà, les 2 dernières années, évidemment, mais l'année d'avant, c'était pas beaucoup. La dernière fois qu'on a vu un grand Pogba, c'est l'Euro 2021, où là, pour le coup, c'était le seul qui était vraiment à son niveau. Et depuis, il n'y a pas grand-chose. Il a 32 ans. Il veut revenir. Évidemment, la ligne de mire, c'est aussi la Coupe du Monde aux États-Unis et l'équipe de France. Je pense que là, aujourd'hui, dans la carrière et la vie de Pogba, c'est le moteur numéro 1. Ça a souvent été le cas parce qu'on l'a dit souvent, les Bleus, à Manchester United, ça se passait pas bien. Il avait besoin de ça à la Juve, etc. Donc, vraiment, je pense que le moteur est là. Et en effet, il me semble que Monaco, ça ressemble pour lui à une excellente solution parce qu'il revient dans un cadre qui est quand même assez feutré. À un moment, on a parlé de l'OM. L'OM n'a pas voulu le prendre, n'a pas voulu essayer en janvier. Déjà, il revenait en mars, ça aurait été excitant. Mais pas la même sérénité, ça, on ne va pas vous faire un dessin. Au moins, Monaco, il y a 2 choses qui sont bien pour lui. C'est que, alors, hormis que pour l'instant, comme le milieu de terrain est quand même assez fourni, donc il faut qu'il se fasse sa place. Alors, je ne doute pas qu'un Pogba à très haut niveau aurait sa place dans le milieu de terrain Monaco, sauf que là, le Pogba de très haut niveau, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Mais en revanche, pour 2 choses, pour le calme de Monaco, c'est très bien. La Ligue des Champions et aussi tout simplement la Turbie. Ça, c'est un point important. Ils ont un centre de remise en forme et d'entraînement qui est hyper perfectionné. Et je pense que Pogba, dans le choix de son futur club, c'est aussi ça qui compte. Il faut qu'il se remette sur pied et qu'il soit performant. Il aura en gros 9-10 mois pour être au niveau équipe de France parce qu'un Pogba au niveau, Didier Deschamps, il vient le chercher tout de suite. Moi, j'ai du mal à croire que Pogba sera quand même à la Coupe du Monde dans un an. En fait, je ne vois pas comment c'est possible. Là, on est tous dans le fantasme Pogba. On se rappelle tous des choses incroyables qu'il a fait, surtout en équipe de France, effectivement. On est tous d'accord pour dire que c'est un joueur exceptionnel. On est tous d'accord pour dire sur les 15 dernières années, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de milieux plus influents que lui dans une sélection. Pogba, c'était fantastique. Mais j'utilise l'imparfait sciemment. En fait, il faut se rendre compte qu'un joueur... Alors, j'ai calculé, il a joué combien ? Un peu plus de 100 minutes depuis 3 ans, sachant que les 2 dernières années, sont 2 années blanches. Comment est-ce possible qu'un joueur qui a coupé le contact pendant 3 ans débarque dans un championnat professionnel, la Ligue 1, et qu'il arrive en chaussons et qu'il se mette à distribuer des caviars et à jouer comme s'il était redevenu Pogba ? Pour moi, ça me semble très, très, très compliqué. Il y a des exemples dans le passé de joueurs qui ont complètement lâché et qui ont tenté de revenir. J'en ai 3. J'ai Samuel Umtiti. Samuel Umtiti aussi, on a vécu dans ce fantasme-là, du super défenseur de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2018. Il a fait une très bonne saison en Serie A. Il est revenu à Lille. On a vu ce que ça a donné. Eliakim Mangala à Saint-Etienne. Pareil, Eliakim Mangala, c'était super fort à Porto. Il a joué aussi en équipe de France. Il est revenu, ça n'a rien donné. Et le dernier, c'est Benjamin Mendy, qui lui aussi avait eu affaire avec la justice, qui avait arrêté à Manchester City. Il est revenu à Lorient. Alors, il a fait une saison, il a joué, mais ce n'était pas le Mendy qu'on connaissait avant. Pogba, il y a deux problèmes majeurs. Il y a le problème physique, il y a le problème mental aussi. Il a traversé des moments très sombres, très compliqués. Il ne faut pas se borner à ce qu'on voit de Pogba sur les réseaux sociaux. Il fait des tours du monde aux États-Unis sur des terrains de foot américains et où on se dit, fantastique, il va revenir, il va tout casser. Ça fait 2 ans qu'il s'entraîne tout seul, ça fait 2 ans qu'il est sorti d'une dynamique de groupe, ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué un match de très haut niveau. Moi, je pense que déjà avant Noël, il ne faut rien espérer du tout. Après, oui, si Monaco arrive à le remettre en Cannes, déjà, ce serait un petit miracle. J'y crois plus, à la limite, sur un tournoi, c'est-à-dire un Euro ou une Coupe du Monde où le mec, tu l'as pendant une semaine, tu lui fais une prépa physique de dingue et où tu vois que sur 3 semaines, il peut t'apporter quelque chose,
que sur une saison complète, s'il fait 20 matchs, c'est génial.